qui mène. Dans le cadre de notre session finale du baccalauréat en sciences infirmières, nous avons choisi d'orienter notre présentation pour le colloque Alice Girard sur le thème donc, de la non-observance, de l'observance médicamenteuse chez les schizophrènes en ambulatoire. En effet, c'est une problématique que nous avons trouvée assez souvent lors de nos expériences de stage en milieu clinique. L'objectif de cette présentation est de vous faire tout d'abord réfléchir sur les moyens qui sont possibles pour lutter contre cette problématique. Pour ce faire, nous avons survolé la littérature scientifique, nous avons ressorti des interventions pertinentes et efficaces à vous proposer, ainsi que des interventions non efficaces à éviter lors de cette prise en charge. Cette présentation ne se veut pas moralisatrice, mais une simple sensibilisation à la problématique de la non-observance. Elle se déclinera en 5 temps. Tout d'abord, l'énoncé de la problématique. Ensuite, l'énumération des facteurs de risque et des conséquences liées à la non-observance. Puis, le temps fort de cette présentation sera donc les interventions efficaces et non efficaces liées à cette problématique. Enfin, donc un temps de questions qui permettra de réagir avec vous sur le sujet. Je passe tout de suite la parole à Émilie qui va nous démontrer l'ampleur de cette problématique. Donc, petit survol de la problématique pour ceux qui ne sont pas nécessairement familiers avec la santé mentale ou la schizophrénie. Donc, la schizophrénie, c'est la maladie mentale qui atteint 1% de la population au Québec, donc c'est une des plus fréquentes. C'est également la maladie mentale qui est considérée comme la plus invalidante pour les personnes qui en souffrent. La plupart du temps, ça nécessite une prise d'antipsychotiques, donc de première ou de deuxième génération, qui améliore souvent grandement la qualité de vie des personnes qui les prennent, mais entraîne souvent plusieurs effets secondaires. Comme on verra, un des facteurs de risque de la non-observance. Puis au Québec, la non-observance touche entre 23 et 50% des schizophrènes selon qui fait les études. Donc c'est quand même une problématique qui revient souvent dans la pratique pour les personnes qui pratiquent avec cette population. Les facteurs de risque de la non-observance, il y en existe plusieurs. On vous présente les principaux. Premièrement, il y a la présence de symptômes positifs, donc hallucinations, délires, etc. Par exemple, chez certaines personnes qui sont schizophrènes, il y a certaines personnes qui s'attachent à leurs hallucinations ou à leur voix, puis qui ne sont pas nécessairement enclins à les laisser partir en prenant la médication, même si ça améliorerait d'autres côtés de leur vie. Une autre des facteurs de risque, c'est les effets secondaires. Donc, comme la plupart le savent, les antipsychotiques entraînent plusieurs effets secondaires comme la prise de poids ou d'autres effets secondaires qui peuvent être très invalidants ou potentiellement graves même pour la vie des patients. Donc, souvent, ces effets secondaires-là peuvent être un facteur de risque qui entraîne la non-observance. Également, on a trouvé que l'absence d'alliance thérapeutique avec que ce soit une infirmière, un médecin ou n'importe quel membre de l'équipe de soins, s'il n'existe pas d'alliance thérapeutique, ça peut diminuer l'envie des patients d'adhérer au traitement. Donc, l'alliance thérapeutique est un facteur qui motive les patients à être adhérents au traitement. L'éducation inadéquate du patient et de la famille, que ce soit pour les effets secondaires ou pour les risques de la non-adhérence au traitement, c'est également un des facteurs de risque. Puis, bien sûr, il y a la polymédication qui est très, très souvent fréquente chez cette clientèle. Et les antécédents de non-adhérence, comme on l'a dit, assez fréquemment. Puis, le dernier facteur de risque d'assez grande importance, c'est l'alcoolisme, la toxicomanie, qui atteint environ 80% des schizophrènes, donc qui est quand même très, très, très fréquent et très important. Puis, finalement, les conséquences de la non-observance, il y en existe plusieurs. Encore là, on vous cite les majeurs. Il y a la persistance des symptômes positifs et négatifs. Comme je vous disais tantôt, certains patients veulent garder leurs hallucinations ou leur voix. Donc, la plupart des symptômes ne sont pas nécessairement bons pour eux puis entraînent plusieurs conséquences dans leur vie, que ce soit l'agressivité, par exemple. Également, jusqu'à 40% des rechutes, donc quand la maladie ne va pas bien, jusqu'à 40%, des fois, c'est dû à la non-observance. Et chez les schizophrènes, jusqu'à 50% des réhospitalisations sont dues à la non-observance. Donc, le fameux
fameux syndrome de la porte tournante qu'on voit souvent là, chez la population schizophrène. Puis tout cela entraîne souvent des rechutes successives qui éventuellement peuvent diminuer les effets des traitements, des médications. Comme on sait, chez les schizophrènes, il y a une quantité limitée de sortes de médicaments qu'on peut leur donner, puis éventuellement, ça peut faire qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, donc c'est une problématique assez importante. Tout cela entraîne le non-rétablissement du patient, donc une diminution de sa qualité. Une bonne partie de notre travail consistait à observer les principales interventions des infirmières auprès de cette clientèle-là dans le souci d'améliorer l'adhérence au traitement. Par la suite, à la lumière des études scientifiques, nous avons essayé d'analyser leur efficacité, ce qui nous a amené à les diviser en deux catégories, d'un côté les interventions efficaces et de l'autre les interventions non efficaces. Parmi les efficaces, tout d'abord, il y a le télénursing, qui est du nursing à distance, en fait, qui permet à l'infirmière d'entrer en contact avec le patient à travers les technologies de communication, comme l'Internet, comme le téléphone. Nous avons, entre autres, une étude qui a été menée. Dans cette étude-là, il y avait des appels téléphoniques aux patients à une fréquence de 1 fois par semaine pour s'enquérir des nouvelles du patient, pour voir comment ça allait avec sa médication. Et cette intervention a permis une augmentation de l'adhérence des patients à leur traitement de 20%. Donc c'est une première intervention efficace. Par la suite, dépister tôt les effets secondaires et les traiter. Comme a mentionné ma collègue tantôt, les effets secondaires peuvent être très incommodants pour le patient. Nous pensons par exemple à la prise de poids chez la clientèle jeune ou encore des problèmes de libido. Ça a été mentionné dans la littérature qu'à cause des effets secondaires, beaucoup de patients délaissaient leur traitement. L'infirmière, à cause de la chance qu'elle a d'être proche du patient, est justement encouragée à être proactive dans la recherche de ces effets secondaires-là, afin de voir avec le médecin et le patient qu'est-ce qui pourrait être envisagé comme alternative pour les éliminer si possible. Par exemple, la prise de poids, éducation de bonnes habitudes alimentaires, ça pourrait aider à éviter cette problématique-là. Dans d'autres cas, le problème ne va pas forcément être réglé totalement, mais tout au moins pouvoir atténuer les effets. L'implication de la famille également est très importante, surtout ici on considère une clientèle qui est en ambulatoire. Certains de ces patients sont seuls, mais d'autres ont la chance d'avoir leur famille avec eux. Donc, pouvoir aller chercher un bon partenariat avec les familles, ça peut aider beaucoup pour aider le patient à rester fidèle à son traitement. La psychoéducation également, faite auprès du patient et de sa famille, qui consiste en fait à communiquer de l'information au patient et à la famille, tant sur la maladie, le traitement, les risques associés à une non-observance. Il a été démontré que plus les gens s'étaient informés, plus ils étaient sensibilisés à rester fidèles à leur traitement. Il y a aussi l'adaptation de l'information. Nous avons rencontré des patients de diverses origines, de niveaux intellectuels différents. Certains ont à peine fait leur secondaire quand la maladie s'est déclarée, d'autres ont pu accomplir des études universitaires. Donc c'est important pour l'infirmière d'ajuster son niveau de langage pour permettre aux patients vraiment de recevoir les informations. Il y a le renforcement positif également et soutenu par les pairs. Beaucoup des patients souffrent d'atteinte à leur estime de soi, sachant comment leur vie est hypothéquée par la maladie. Tout ce que l'infirmière peut faire, qui peut souligner leurs points forts, donner du renforcement positif, ça a été démontré également est un élément important pour la fidélité au traitement. L'entraînement cognitif adapté, en fait, ça consiste à personnaliser, à adapter l'environnement du patient. Par exemple, ça peut être un décès, ça peut être une alarme, surtout chez les patients qui ont du mal à se rappeler la prise de leurs médicaments. Donc, ça a été révélé et très utile pour les aider à s'en souvenir. L'advocatie de l'infirmière auprès du médecin pour simplifier les prises de médicaments. En fait, on a vu aussi que plus la prise de médication était complexe, par exemple plusieurs doses pour certains patients, plus cela, en parlant de ces patients-là, était forcé des fois à délaisser le traitement. Donc l'idée, c'est l'infirmière d'essayer de voir avec le médecin quel patient serait admissible à des molécules de longue action. On pense par exemple aux médicaments injectables qui nécessitent des fois une injection par mois, une injection aux 2 semaines. Ça peut être aussi d'autres médicaments, mais à une prise plus simplifiée pour aider le patient à rester fidèle à son traitement. Il y a l'entretien motivationnel, on ne s'étend pas là-dessus vu qu'il y a une autre équipe qui en a fait son thème principal. D'autres interventions étaient par contre totalement inefficaces dans la littérature qu'on a consultée. Par exemple, blâmer le patient sans investiguer les raisons. C'est sûr que des fois, l'équipe de soins a un plan de réhabilitation pour le patient, on est motivé tout le monde, mais le patient a du mal à suivre. Mais plutôt que de le blâmer,
c'est d'essayer de voir avec lui, mais c'est quoi les raisons qui vous portent à être régulier à votre traitement. Des fois, c'est à cause des effets secondaires, des fois, c'est des oublis, qui permet en ce moment-là de chercher les moyens, les méthodes les plus adaptées pour l'aider pour prendre régulièrement sa médication. Il faut éviter aussi le paternalisme et l'empathie excessive. C'est plus essayer de trouver un équilibre, ne pas être trop paternaliste, ne pas non plus sombrer dans une empathie excessive qui fuserait la sympathie. Okay? Tout comme l'enseignement basé sur la peur et les menaces, par exemple, refléter au patient qui risque de perdre son emploi, ou peut-être qu'on va arrêter de prendre soin de lui. Ces interventions ont été démontrées complètement contre-productives dans la littérature qu'on a consultée. Pour conclure, et je passe la parole à vous. Merci. En conclusion, ce qu'il faut retenir de cette présentation, qu'il est vraiment possible de réduire la problématique de non-observance médicamenteuse. En effet, comme vous avez pu le constater, la majorité de nos interventions positives que nous avons proposées montrent que c'est le rôle de partenariat entre l'infirmière et le patient qui favorise l'observance médicamenteuse. Donc j'espère qu'à travers cette présentation, nous avons donné quelques pistes pour bonifier votre pratique. Passons maintenant, si vous voulez bien, à la phase de questions. Merci beaucoup. Des questions, des commentaires? Oui. J'en aurais une concernant quand on parlait un petit peu quand on est en train de parler justement du traitement et de la possibilité que des lapses dans l'adhérence pouvaient créer des résistances ou diminuer l'efficacité des traitements subséquents. Est-ce que c'était à cause d'un phénomène de symptômes positifs qui s'accumulent ou est-ce qu'il y a réellement une baisse dans l'efficacité du médicament ou une résistance aux symptômes? Est-ce que quelqu'un qui... Très honnêtement, on n'a pas regardé cet aspect-là plus en profondeur. Ce que je peux vous dire, c'est que plusieurs études mentionnaient cet aspect-là. Quelle est la cause exactement? Je ne pourrais pas vous le dire. Je ne vais pas m'avancer sur ça. Ça fait partie de je sais que je pourrais vous dire qu'il y a une bonne dizaine d'écrits de bonnes recherches. Sinon, je m'informerai pour vous. Et mon adresse quelque part. On a une autre question ici? Merci pour la présentation de la magnifique. C'était juste une remarque en fait par rapport peut-être à la problématique éthique sous-jacente sur est-ce que le patient est apte ou inapte à refuser son traitement. Malgré tout, bien rester attentif à cette dimension-là, parce qu'à des fois, à trop vouloir favoriser une prise du traitement, on risque des glissements, mais je crois que vous l'avez bien montré ici. Les objectifs du patient, soit les objectifs de l'équipe, c'est sûr qu'on veut favoriser une adhérence au traitement afin d'en arriver à ces objectifs à lui et non pas juste pour bonifier, d'où l'idée de l'approche patient-partenaire, c'est-à-dire que vraiment c'est le partenaire de soins en fait en fonction de c'est quoi ses besoins à lui, ses projets de vie, ses objectifs à lui. On parle vraiment de la préoccupation du patient pour pouvoir être sûr qu'on établit quelque chose qui répond bien à ses besoins. Une dernière question? Oui. Vous avez dit que les lentilles étaient efficaces. Est-ce qu'ils se développent beaucoup? En hémoculaire? Oui. J'ai pas regardé vraiment quelle proportion, à quelle proportion c'était utilisé, mais on s'était plus vraiment concentré sur son efficacité par rapport à l'adhérence au traitement. Donc pouvoir appeler le patient, parce que certains patients vivent seuls en appartement, ils risquent d'oublier la prise de leurs médicaments. On a vu que ça aidait, mais en termes vraiment d'utilisation, je n'ai pas les statistiques. C'est une intervention en fait, qu'on a pu observer dans nos stages. Également, moi personnellement, en milieu clinique, dans les centres hospitaliers, c'est des pratiques qui ne sont pas courantes. Mais par contre, quand j'étais mon stage en santé communautaire, c'est une approche qui, dans l'approche de CLSC, c'est beaucoup plus utilisé quand même. En CLSC, on a tendance plus à rappeler des rendez-vous d'appelés, vraiment faire plus de télénursing. Mais en contexte hospitalier, moins plus souvent, mais plus en CLSC. Il y a une dernière question là-bas, Camille. Oui. Dans le milieu anti-diabétique, pour favoriser l'observance des traitements chez les patients, il y a par exemple des services intégrés dans le milieu et des
Je vous remercie tous pour votre présence et bravo à la